Non. Oui. L'invitation que nous a été faite. Non, mais je voulais dire quand, en fait. Oui. Le mec, pardon. Non, mais quand? Dire quand? Oui. Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Hicham. Oh, je m'y attendais. Salut. Ça va Hicham? Ça va. Ah. Et toi? Bah, très bien, merci. Camille. Salut. Camille qui buvait tranquillement. Voilà. Ça va? Mais ça va très bien, et toi? Bah, très bien, Comment merci. tu te portes tellement bien? N'est-ce pas? Bah écoute, la grosse pêche. Et puis c'est tout, voilà. Voilà. On est trois. On a un technicien, mais lui, il a pas le droit de parler. Un stagiaire. Il se passe quoi si troisième j'appuie sur ce bouton? Je peux plus parler. Ah, c'est ça. Et Juan, comment ça va, Juan? Ça va. Très bien. La Mis à pêche. part que tu disruptes, ça m'a perturbé. Ah, c'est fou. C'est toujours la surprise. Et le toujours. fait qu'après ce petit week-end de pêche, on a tous chopé le scorbut, et du coup, on n'a pas la grosse pêche, mais Ouais. on s'en Ouais. va. Comme un mardi, quoi. Ouais. Oh là là. Du coup, mais qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? On a fêté nos 1 On a an. attrapé un brochet. Yeah. Ah, pardon. Bravo. Et on vous souhaite un joyeux anniversaire. Bah, 1 an, c'était Bien. cool. C'était le 8 mai pile poil. Et donc, bah voilà, on a fêté nos pile 1 an, c'est 27 Oui. épisodes. Donc là, on enregistre le 28e. Oui. C'est toujours ton plaisir d'être avec vous, c'est cool. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça nous fait plaisir. Oh oui. On vous a demandé peu de cadeaux, des étoiles sur iTunes, et on en a reçu, donc ça nous fait bien On plaisir. vous a demandé peu de cadeaux, gros rat. Ouais. Donc on va vous J'ai pas demander eu mon plus mot, de cadeaux. j'ai pas eu mon. Non, mais voilà, il y en a qui ont, qui nous ont fait ce petit plaisir, ça nous a fait, très chaud au cœur. Et puis, pour vous remercier, pour fêter ça, on se retrouve, comme on vous l'annonce depuis maintenant quelques épisodes, le 25 mai. 2018, si vous écoutez cet épisode dans le futur. Oui, c'est vrai. C'est dans quelques jours, alors. Et ouais, quand on aura publié, l'épisode sera dans quelques C'est jours. vendredi prochain, quoi. Et ouais. Donc voilà, venez nombreuses et nombreux. Il y aura un petit jeu déjà pour commencer. Un petit jeu qu'on vous a proposé. On passera avec un petit enregistreur, un petit micro. Et on vous propose de participer à un petit enregistrement collaboratif, un petit épisode collaboratif. On vous propose de expliquer un pourquoi, un comment, genre pourquoi le ciel est bleu, comment marchent les bisous magiques, pourquoi Camille parle tout le temps de la Franche-Comté, enfin un truc comme ça. Pourquoi Et on la va Franche-Comté Et on va vous passer le micro pour que vous nous l'expliquiez en une petite trentaine de secondes, vraiment un truc court. Donc voilà, si vous avez un truc à nous partager, ça sera le soir pour. Et en plus, sur Facebook, sur Twitter, on vous a parlé de petites surprises. Voilà, tout ce qu'on peut vous dire, elles arrivent et vous ne partirez pas les mains vides de cette soirée. Et on est d'accord que cet enregistrement pourquoi donc n'est pas du tout une manière très alambiquée et détournée d'avoir la flemme d'enregistrer un épisode et Ah oui, non, se servir de ça pour fournir un contenu. Ah non, ça sera du bonus. On Très reste. bien, je voulais juste être sûr. Oui, on reste toujours sur le pont, toujours vif, toujours fou. Donc voilà, soit on fera un épisode complet avec tout, soit on distillera ces petits trucs dans les épisodes pour avoir des petites pastilles. Voilà, si vous avez rien d'intéressant à dire, on enregistrera un truc en plus. Mais voilà, si vous voulez participer, puis on aura des petits cadeaux pour vous. Donc venez nombreuses et nombreux, ça sera au 71 rue Saint-Honoré, si je dis pas de bêtises, à Paris. Je me rappelle pas, mais oui, de toute Ouais. façon Eh c'est bien, on ne se refuse rien. c'est à Châtal. Saint- C'est Saint-Honoré. ça. Donc il devrait y avoir ça commence à s'inscrire gentiment sur Facebook. Donc Je rappelle que vous avez pas besoin de vous inscrire, hein, c'est histoire de qu'on sache. Oui, c'est pour Qu'on se prépare. avoir une idée. Voilà. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Donc on a vraiment hâte de vous rencontrer. Là Ça fait un peu fin d'épisode quand même. Oui, c'est vrai. On n'a pas Ouais. commencé les gars, restez quand même. Oui, parce que du coup, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? On va Alors. commencer par Camille pour changer. Oui. De quoi tu veux nous parler? Alors, moi, je vais vous parler d'un sujet grave et sérieux, étant donné que je vais vous parler de l'affaire Malik Oussekine. Ok. D'accord. Très bien. Voilà. Donc on Toujours aussi light. nous resterons graves et Ambiance. sérieux. Mais ouais, en vrai, c'est comme plein de trucs super intéressants. Mais c'est vrai que ça risque de nous faire bader un petit peu, mais c'est pour ça qu'on le met au début. Mais il faut vulgariser là-dessus. Après, ce sera Hicham. Grave et sérieux aussi, tout. Ouais, très grave et sérieux. Je vais vous faire un quiz sur les serial killers. Non, je vais faire un quiz, pas de quiz, non. Hicham, arrête les quiz. Un sujet sur un jouet de mon enfance, le yo-yo. Ok. Donc vraiment le grand écart au niveau des Ah bah sujets, oui. quoi. Ah bah oui. Ouais. Ça me plaît. Très bien, parfait.
Parfait. Après, on passe. Ensuite, c'est Watt. Oui, ça sera moi. Moi, je vais vous parler des tests ADN. On part sur le coton-tige. Ouais. Donc, coton-tige, surtout, tests ADN utilisés dans les enquêtes policières. Je vous dirai plus. Ah, j'avais eu une conférence là-dessus. Bon, peut-être on en parlera dans ton sujet, du coup. Ah. Si j'arrive à rebondir Bim, habilement. rebondis, bing, bing. Ou pas, on verra. Tiens, rebondissons après, ça sera de toi. Oui, après, ce sera moi. Je vais vous parler de la lucha libre. Ah. Bah, c'est bien, on fait un petit dent de scie, là. Ouais, on fait un Sérieux, truc qui a pas de ligne éditoriale, ouais. C'est clair. ça, c'est Il n'y a pas de fil la conducteur. diversité. Et après, Et après, je crois qu'il y aura un Camille qui reviendra nous faire un petit truc. Exactement. Une petite question je vais vous d'auditeur. parler, des titres de noblesse. Ok. Voilà. On a Très fait- bien. On a eu cette demande sur Twitter et Exactement. donc Camille est toujours alerte sur le pont et qu'elle sait plein de trucs en fait. C'est vrai qu'elle sait des trucs, Camille. Camille sait des trucs. Parmi nous, c'est la seule qui triche parce qu'elle sait déjà les trucs en fait. Nous, on bosse les sujets, elle sait déjà les trucs. Donc c'est Quand un on peu lui dit que t'as rageant. préparé un truc, elle nous fait un doigt d'honneur comme ça. J'ai fait un doigt d'honneur pour ceux qui. Oui. Tout à fait mon genre. Trêve de bêtises. Ouais, on va De s'y cas, mettre. déjà, on commence Allez, pas. allons-y. Allez, go. Un arabe dans un commissariat, il tient pas plus d'une heure. Un exemple, Marikou c'est qui? Marikou c'est qui? Marikou c'est qui? Et donc effectivement, moi je vais vous parler de Malik Ousekine. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, j'habite avec toi. Alors, je sais que quand Lorraine était venue, on avait discuté après l'épisode. Exactement. Mais sinon, c'est la première fois que j'entendais parler et du coup, Non, mais je connaissais vraiment. moi j'ai été très bête et donc je l'explique pour les personnes qui ne connaîtraient pas. C'est Malik Ousekine. C'est un mec qui s'appelle Malik Ousekine. Voilà. Bah non, C'est pas deux personnes différentes. Non, c'est pas bête de le préciser. Surtout, moi, Non, mais voilà. j'avais entendu le truc d'une trade genre Malik Ousekine. Et donc voilà. Non, c'est son prénom est C'est Malik personne. et son nom de famille c'est Ousekine. Voilà. Habile. Moi, je savais le truc dont je t'ai parlé et tu m'as dit qu'on s'en fout. En fait, c'est c'est un jeune homme qui faisait des études pour être prêtre. je Alors crois. il faisait des études qui avaient rien ouais. à voir. C'est des études de commerce ou d'immobilier, je sais D'accord. plus. Voilà, mais lui il se destinait effectivement à la prêtrise. Prêtre Ouais, ouais. jésuite. Voilà, Ouais. tout à fait. Ouais. Enfin, il lui est arrivé des tuiles avant, si je dis pas de bêtises. Malheureusement, oui. Donc l'affaire Malik Ousekine, elle débute sans rapport direct avec Malik Ousekine au début de l'été 1986. Donc à cette époque-là, en 1986, le président de la France c'est René Coty. Jean-Pierre Non, Charles de Giscard. Gaulle. 86. Mais je sais Mais oui, c'est François Mitterrand. C'est tonton. Oui. Ah oui. Et le premier ministre, on est en pleine période de cohabitation, Chirac. c'est Jacques Chirac. Bon, bah, Exactement. allez. Grâce à l'épisode de Culture 2000. Exactement. Et donc on est en période de cohabitation, qui est une période toujours un petit peu complexe et compliquée. Et à cette époque-là, on a un ministre de la recherche et des études supérieures. Enfin, je sais plus quel est exactement Ah, me regarde l'intitulé pas. du poste. J'ai tout donné là. Mais en gros, voilà, le ministre des études supérieures, qui s'appelle à l'époque Alain Devaquet, et qui va faire une proposition de loi concernant l'autonomie des universités. Mhm. Donc en fait, il y avait 3 points importants dans cette proposition de loi. C'était que si la loi passait, eh bien ça permettait aux aux universités la liberté dans les choix des frais d'inscription. Ok. Donc ce qui était plutôt mauvais signe pour beaucoup d'étudiants, parce que Mhm. moi par exemple, comme beaucoup de gens, j'ai fait aussi le choix d'aller à la fac parce que ça coûtait quasiment que voilà. dalle. Voilà. Pour rappel, l'université c'est public. Voilà, donc du coup on est quand même C'est sur l'accès des à frais l'éducation. très modérés. Les universités étaient également libres du choix des conditions d'accès. Donc c'est-à-dire avoir le bac aurait pu ne plus suffire aurait pu ne pas suffire si jamais cette loi était passée. Mhm. Et enfin le libre choix des méthodes de formation. Donc en gros, Ok. si t'as un prof qui te dit on va aller étudier En braille. en braille, et on pouvait. Donc forcément, ça va créer un fort mouvement étudiant et également lycéen, parce que les lycéens sont directement concernés. Et le mouvement va s'amplifier, et à partir de novembre 1986, c'est le Grosse Bull dans Paris. Mais quand je vous parle de Grosse Bull, c'est qu'on a probablement encore depuis 1986, il y a rien eu encore d'aussi fort. Plus que mai 68. Et non, justement ce que j'allais dire, on n'est pas aussi fort que mai 68, mais on est quand même sur quelque chose où il y a énormément de violence. Il y a une énorme manifestation qui va avoir lieu le 4 décembre à Paris, qui, au niveau des chiffres, regroupe entre 150 000 et 1 million de personnes. Ça va, c'est un Voilà, bon râteau. petite fourchette. Mmh. Et la manifestation va dégénérer un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des voitures brûlées, il y a des blessés légers, des blessés graves, et des affrontements avec les forces de l'ordre, qui déjà à cette époque-là n'ont pas bonne presse. Je vous dis déjà à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, voilà, les manifestations, etc., l'opinion publique a tendance à se méfier assez facilement des forces de l'ordre. À cette époque-là, les policiers, en fait, ont encore 2 gros spectres
qui les survolent. Je vous en avais parlé lors de mon épisode sur la guerre d'Algérie, les violences policières qui s'étaient passées le 17 octobre 1961. Voilà, où on avait noyé des Algériens. Et un an plus tard, toujours pendant la guerre d'Algérie, le 8 février 1962, il y a également des violences policières à la station de métro Charonne qui vont faire 9 morts. Voilà. Donc 86, on est 20 ans après ces faits. Non, oulala, si, on est 20 ans. On est 20 ans après ces faits-là, donc forcément c'est toujours assez récent dans les esprits. Et la police, elle a vraiment très très peur des débordements. En plus, il y a eu mai 68 entre-temps. Mai 68, on le sait tous, c'est parti totalement en cacahuète en termes de violence, de casseurs, etc. Donc, juste après mai 68, en 1969, on va créer les PMV. Donc, les PMV, c'était une partie de la police qui s'appelait le peloton de voltigeurs motoportés. Donc, en gros... Si. Ah oui, d'accord, donc des PVM du coup. Oui, absolument, PVM, okay. Voilà. Voilà. Non, mais tu as parfaitement Police raison. Des acronymes. Voilà. Arrêtez-vous sur le bas-côté. Montrez-moi vos papiers. Donc. Montrez-moi vos initiales. Très bien. Et donc, PVM. Voilà. Le PVM, exactement, je te remercie. À quoi est-ce que ça ressemblait? Eh bien, donc, on était sur un concept de moto assez légère, très rapide. Il y avait dessus 2 policiers, un qui conduisait et un autre qui avait, un autre qui avait une grande matraque, etc. Si. Et le but du jeu, c'était en gros de casser les tibias des casseurs qui étaient en fin de manif ou des personnes qui traînaient en fin de manif. Ah, donc une escouade, quoi, carrément. Mario. T'es un peu dans l'idée, t'es dans quelque chose d'assez violent. Et qui a proposé ça, putain? C'était qui le ministre de l'Intérieur à l'époque? Eh ben, c'était en 69, donc je saurais plus te dire. Le piège. Ah, non, je sais plus qui était à cette époque-là ministre. Je regarderai. À regarder, je dérespecterai à vie. Ah, voilà, une grande idée. Et du coup, on est donc, comme je vous l'ai dit, dans cette période de grosse tension entre les étudiants et la police. Donc il y a cette grosse manifestation le 4 décembre, et le 5 décembre, on remet ça. Au niveau du boulevard Saint-Michel, il y a des étudiants qui font des barricades et puis un petit feu de boy scout. Et il y a des tensions qui commencent à monter très fortement, donc la police envoie des voltigeurs, et ces voltigeurs vont croiser le chemin de Malik Oussekine. Donc Malik Oussekine, c'est un jeune étudiant franco-algérien qui est né à Versailles, qui a 22 ans à l'époque. Pendant longtemps, on s'est demandé ce qu'il faisait là parce qu'on sait que c'était quelqu'un de très peu politisé, donc qui du coup avait rien à faire dans les environs d'une barricade. Et en fait, aujourd'hui, on est quasiment certain qu'il sortait tout simplement d'un club de jazz, au calme, voilà. Et puis qui se promenait, qui rentrait chez lui à pied. Je sais pas. Après, il habitait dans le 17e, mais peut-être qu'il aimait bien marcher. Et on a 2 voltigeurs sur une moto qui le prennent en chasse. Donc Malik Oussekine fuit, il est aux alentours de minuit, il s'enfuit, il court, il arrive rue Monsieur le Prince, les voltigeurs continuent à le poursuivre, et là il va tomber nez à nez avec un monsieur qui s'appelle Paul Bézemont, et alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais on va dire que oui, Paul Bézemont. Et ce monsieur, en fait, c'est un jeune homme qui est fonctionnaire, qui travaille au ministère des Finances et qui était en train de taper le digicode en fait de son immeuble pour rentrer chez lui. Et là, il voit Malik Oussekine qui arrive et qui lui demande un petit peu d'aide. Donc, ce Paul, ouvre la porte et l'invite à se réfugier dans sa cour d'immeuble. La police suit de très très près, bouscule Paul Bézemont et rentre dans la cour d'immeuble et va frapper en fait Malik Oussekine qui se retrouve à terre à coups de pied, à coups de matraque, très très fortement. Paul Bézemont va essayer de s'interposer, mais il va être violemment repoussé par les 2 policiers et au final il faut qu'il sorte sa carte de ministérielle pour que les policiers arrêtent et partent, laissant Malik Oussekine. Donc Malik Oussekine meurt dans la cour des suites de ses blessures. Le sujet léger par contre. Mais non, enfin on ne peut pas mourir de coups de matraque, c'est bien connu. Ah ben non, clairement pas. Ce qui va du coup jeter un énorme froid, vous vous en doutez, dans la motivation que pouvait avoir l'État à propos de ce projet de loi à l'époque. Donc Malik Oussekine, il décède dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986. Le 6 décembre, le ministre Devaquet démissionne. Le 8 décembre, Jacques Chirac retire le projet de loi. Et le 10 décembre, il y a une énorme marche commémorative qui est organisée à Paris, qui va rassembler des centaines de milliers de personnes à la mémoire de Malik Oussekine et également d'un autre jeune homme qui est décédé la même nuit, qui s'appelait Abdel Benaya et en fait qui a été tué à l'âge de 22 ans dans un café par un policier qui avait trop bu. Ah putain. Voilà. Donc l'ambiance. Une nuit légère. Oui. Et on va, à partir de ce moment-là, non pas dissoudre parce qu'elle existe encore, mais en tout cas, on va stopper les brigades de voltigeurs.
qui au passage font leur retour dans les manifestations depuis l'année dernière. Putain. Voilà, je trouve que c'est Dieu, quand même assez incroyable. Oui, donc c'est-à-dire que à nouveau, on peut être amené à rencontrer des voltigeurs. Voilà. C'est ouf. Alors que c'est quand même, moi je trouve, une technique qui est, qui est violente, qui est pas faite à la base pour frapper les gens, mais qui peut, voilà, enfin. Oui, c'était pas non plus pour faire des bisous magiques, quoi. Non, clairement pas. Voilà. Il faut attendre 1990 pour qu'il y ait le procès des 2 voltigeurs qui s'ouvrent à Paris. Donc on fait venir énormément de médecins qui ont examiné le corps de Malik Oussekine. Et on leur demande leur avis, et il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, mais vous savez, il souffrait d'une insuffisance rénale. Oui. De toute façon, oui, il s'est fait... » Ça me rappelle quelque chose, je sais pas exactement quoi. Provoqué par des coups de matraque dans le dos. Il s'est fait tabasser, mais même en étant tabassé au sol par coups de matraque et coups de pied, surtout que, enfin, il y a des témoins qui disent qu'il a supplié la police d'arrêter, mais les policiers se sont dit « Allez, vas-y, on continue. » Non, ça aurait pas dû suffire à le tuer. Mais il avait une insuffisance rénale, donc en fait le pauvre garçon, il est mort de ça. Et on a c'est complètement con. On a l'avocat d'un des 2 policiers qui a dit mais qu'est-ce qu'il faisait là en fait ? Limite c'est de sa faute, il avait rien à foutre près de cette barricade. Non, mais surtout que s'il avait pas reçu des coups de matraque, il serait pas mort en fait. Probablement. Pas, mais... Enfin même s'il avait une insuffisance. Et on a Robert Pandreau qui à l'époque est ministre délégué chargé de la sécurité qui va dire dans les médias si j'avais un fils sous dialyse, je l'empêcherais de faire le con la nuit. Oui, c'est voilà. Vrai que Ambiance. un concert de jazz. D'ailleurs, tous les cardiaques qui veulent manifester, restez chez vous. Exactement. N'allez jamais à des concerts de jazz. Surtout, ils manifestaient pas. Exactement. Oui, en plus. Donc ils sont condamnés à des peines très légères avec sursis. De mémoire, c'est 5 ans avec sursis pour un, 2 ans avec sursis pour l'autre. Et ils ont été condamnés pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Voilà. Okay. Donc ils n'ont pas fait de prison, à ce que je sache. Voilà. En 2006, donc 20 ans après la mort de Malik Oussekine, le maire de Paris va faire déposer une plaque devant la maison, devant l'immeuble du 20 rue Monsieur le Prince. Donc c'est une plaque qui est toujours visible aujourd'hui, qui est noire avec des petites lettres dorées sur lesquelles il est écrit à la mémoire de Malik Oussekine, étudiant âgé de 22 ans, frappé à mort lors de la manifestation du 6 décembre 1986. Cette plaque, elle va faire de nombreuses controverses. Des gens qui vont graver frappé à mort par des policiers. Exactement. Ce qui va déranger, en fait, c'est que à aucun moment on est précisé qu'il a été frappé à mort par la police. Ni qu'il ne participait pas à la manifestation. Voilà. Alors après la manifestation, on est quasiment convaincu qu'il y participait pas, mais je pense que malheureusement on n'aura jamais la réponse. Et quand bien même il avait participé à la manifestation, est-ce que s'acharner à 2 sur un jeune homme dans une cour d'immeuble, à partir du moment où, même s'il manifestait, du moment que lui n'a pas tabassé d'autres gens. Et puis, enfin, il y a pas de raison de le tabasser, quoi. Enfin, oui, et puis je pense le droit de manifester, c'est un droit. Le but du jeu de la police dans ces cas-là, c'est d'interpeller les casseurs, en fait, et clairement pas de les frapper à l'abri des regards dans une petite cour. Je peux comprendre la légitime défense de policiers, mais là, quand c'est les mecs qui poursuivent un autre mec, la légitime défense, elle s'est déjà barrée depuis longtemps, quoi. Exactement. Et donc voilà, il y a le fait que on n'indique pas que ce soit par la police. Alors après, il y a un ministre, j'aurais pu vous dire lequel, qui à l'époque a dit oui, mais le but de faire cette plaque, en fait, c'est de faire hommage, et puis c'est essayer de pacifier, en fait, tout ça, c'est de reconnaître, et donc dire si c'est par la police, eh bien en fait on va mettre dans le même sac tous les policiers et on va pas rassembler, on va diviser. Oui, en plus, ce qui est pas tout à fait vrai. Ça peut se comprendre. Et en plus de ça, la deuxième controverse, c'est que la copropriété de l'immeuble a refusé que la plaque soit déposée sur l'immeuble, comme il peut y en avoir un peu partout dans Paris. Il y a beaucoup de plaques sur les immeubles, donc en fait la plaque de Malik Oussekine, moi la première fois que je l'ai cherchée, j'ai mis un petit peu de temps à la trouver parce qu'en fait je marchais dessus. Elle est vraiment au sol, elle est encastrée dans le trottoir. Elle est vraiment au sol. Okay. Et donc parce que les habitants à l'époque avaient peur d'un point de vue de l'esthétique et avaient peur que ça nuise en fait en quelque sorte à l'image des habitants de l'immeuble. Enfin voilà. Les noirs et les jeunes se marient pas bien. À la limite ils auraient pu dire recueillis par un habitant du quartier. Non mais après peut-être qu'ils auraient question de prix de l'immobilier. Non mais peut-être aussi qu'ils ont eu peur qu'il y ait des jeunes qui viennent taguer justement par la police puis qu'il faille repeindre régulièrement la façade. Enfin qu'il y ait des dégradations autour, ça pourquoi pas, c'est quelque chose qui peut s'entendre mais quand même. Alors l'affaire Malik Oussekine, elle est ressortie en 2014, elle est ressortie des tiroirs parce qu'elle a quand même été hautement enterrée avec le cas de Rémi Fraisse. Voilà, donc il y a un jeune homme également qui est mort âgé de 21 ans, donc je pense que vous vous en rappelez, par une grenade offensive de la gendarmerie. C'est à Nantes, ça, non c'était dans le cadre de Notre-Dame-des-Landes. Ouais, il me semble aussi. Et donc il y a eu beaucoup de comparaisons qui ont été faites. Moi
j'ai quand même tendance à dire qu'on est quand même sur deux affaires qui sont totalement différentes, c'est-à-dire que Rémi Fraisse, il s'est pris une arme effectivement que la police aujourd'hui, je pense, ne devrait plus avoir le droit d'utiliser, parce qu'on sait que ça fait énormément de victimes ce genre de projectile, mais il s'est pas fait frapper à mort volontairement par deux flics. En fait, il y a quand même il y a une notion d'acharnement. Exactement. Voilà, il y a une attention. Je pense que peut-être. Enfin, probablement les policiers qui ont fait ça ont été quand même relativement dévastés de voir ce que ça avait pu donner. Sachant que là encore sur ce genre d'histoire, c'est toujours compliqué d'en parler parce que bon, forcément nous n'y étions pas. Mais oui, c'est deux actions différentes de mettre 20 coups de matraque. Exactement. Ça a été aussi mentionné en 2017 pour l'affaire Théo. Exactement. La flying. Flying matraque, je crois, oui, c'est ça. Une matraque qui a inopinément rencontré une zone cachée de son corps. Encore une fois, nous restons. Nous n'avons pas la vérité. Voilà. Exactement. C'est dommage d'ailleurs. Toujours est-il que au sein de la police encore aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le syndrome Malik Oussekine. C'est-à-dire que beaucoup de policiers qui vont encadrer des manifestations sont pris de terreur parce que le fantôme de Malik Oussekine continue en fait un petit peu à survoler la police et donc ils sont pris de terreur à l'idée qu'il y ait un débordement. Un dérapage du genre qui puisse arriver, qu'un policier un petit peu vénère, peut-être un peu con, parce que malheureusement il y a des cons même parmi la police, il y en a partout, ce jour-là on a un peu ras la casquette et puis dépasse un peu les bornes avec un manifestant et puis finissent par le buter. Puis là c'est le soulèvement de population, parce que oui, rappelons que il y a beaucoup de critiques vis-à-vis de la police, mais il y a aussi des gens qui sont engagés pour faire des choses bien et qui doivent être, comme tu disais tout à l'heure, dévastés de voir ce genre de choses, et ça doit les désoler de voir ce genre d'actes. C'est clair et net. Tout un débat par rapport à la répression et au confinement des manifestations. Oui, mais comment tu peux contenir un mouvement populaire sans avoir de violence, exactement. C'est toute une équation, je pense, qui est réfléchie tous les jours. Et ils essayent de trouver des solutions, c'est-à-dire qu'après l'affaire Malik Oussekine, si on a voulu limiter les voltigeurs, c'était que l'idée de la police, c'est de se dire, il faut qu'on évite au maximum le contact physique entre les manifestants et la police pour éviter qu'il y ait d'autres. Du coup on va prendre des grenades offensives, ce genre de choses. Et on a vu aujourd'hui que c'était clairement une idée à la con aussi, parce qu'on peut avoir des personnes. Mais il y a eu quelqu'un à Paris aussi qui est décédé de ça. Si je me rappelle, il y a quelques années, un manifestant blessé gravement, il y en a souvent. Donc toujours est-il que le pauvre Malik Oussekine, lui, il a une tombe qui est au Père-Lachaise, qui est très jolie, qui est dans un des quartiers, un des recoins les plus anciens du Père-Lachaise. Et donc si un jour vous vous promenez au Père-Lachaise et que vous tombez sur la tombe de Malik Oussekine, vous aurez, je l'espère, une petite pensée pour lui et vous pourrez lire une phrase magnifique que sa famille, je pense, en tout cas ses proches, ont fait graver dessus. Ils pourront couper toutes les fleurs, mais ils n'empêcheront pas la venue du printemps. Oh, c'est beau. Ça me fait penser aussi sous les pavés. Belle ambiance. Oui, c'est un bon début une bonne rampe de lancement. C'est le truc. Alors, la suite de l'épisode va être plus... on va partir sur les jouets d'enfance d'Hicham, donc ça va être plus sympa, je pense. En matière de bonne humeur. À moins que tu nous prépares une surprise. Alors, les chasseurs australiens tuent des animaux avec leur yo-yo. Ça s'en va et ça revient. Paye ton inspiration. C'est le meilleur jingle. On dit ça beaucoup trop souvent. Mais moi je veux qu'on fasse un best-of de nos jingles, quoi. C'est purement génial. On y pensera. Putain, mais tiens, cet été on fera une ligue des jingles et vous voterez. C'est pas bête ça. Ok. Un petit battle royal. C'est pas bête. Bon, je commence. Et pour commencer, oui. Avec le début, j'imagine. Mais comment est-ce que le yo-yo fonctionne? Vers le bas, puis vers le haut. Une énergie cinétique. Inertie. Voilà. Donc en fait, c'est une ficelle. Pour ceux qui sont nés après les années 90, c'est une ficelle qui s'enroule sur l'axe de rotation de deux hémisphères plates. Donc c'est deux disques en fait, qui sont identiques et elles sont de part et d'autre. Au bout, il y a un bout de la ficelle qui est attaché au doigt et qui est retenu par la main et puis l'autre bout forme un petit nœud sur l'axe de rotation. Quand on lâche le yo-yo, il tombe, il commence à tourner dans un sens. Il se déroule. Une fois arrivé tout en bas, il change de sens. Incroyable. Et c'est pour ça que ça remonte. Mais franchement, je savais pas comment. J'ai découvert ça. Mais t'en as déjà eu? Tu t'en es pas beaucoup servi, peut-être? Oui. Parce que j'étais très nul. Tout s'explique. Mais bref, voilà. Il faisait du jeu au carry avec, en fait, il avait pas compris. Il y avait pas les LED qui clignotent et les billes, les roulements dedans. C'est tellement bien. Bref, c'est très facile. En fait, le bout de la ficelle travaille en frottement. Et c'est pour ça que des fois, quand tu lâches le yo-yo, il continue à tourner alors qu'il est tout en bas. Et oui.
Parce qu'en fait, ça travaille en frottement, et tant que c'est pas les roulements à billes, ça? Non, il y a pas de roulement à billes à la base sur un il y a des roulements à billes pour ceux qui sont très très professionnels. Bah, par professionnel, il veut dire ceux que t'as payé 5 € de plus à Toys R Us. Ah non, c'est des yo-yo qui coûtent 100 balles et tout. Je suis désolé, les gars, mais on est vraiment en train de parler de ça. Ouais. Mais oui. Et c'est extrêmement important. Mais oui. Attends, mais après Malik, mais c'est ce que j'allais dire, là. Un grand écart. La transition est trop violente pour moi. Reste à ta place. Si tu ne comprends pas ce débat, tu peux rester en dehors. D'accord, très bien. Et bref, donc, avec l'effet de frottement qui est inférieur, bah, en fait, ça continue à tourner, et on appelle ça endormir le yo-yo. Ok, c'est une figure. Peut-être. Probablement. C'est sûr qui a fait le son, il dort pas vraiment. Non, mais comment ça, c'est une ah non, c'est pas, une figure, j'ai cru que tu me parlais d'une figure de style, moi. Oui, non, mais. Non, il parlait de tricks. Oui. Voilà. J'en parlerai tout à l'heure. Bref. Et, en fait, pour qu'il remonte, il suffit juste de donner un petit coup de mouvement vers le haut avec la main. Pour réveiller le yo-yo. Pour que la ficelle s'enroule à nouveau. L'âge d'or du yo, vous le connaissez. Ah, c'est compliqué de faire un sujet avec vous, les gars. L'âge d'or du yo-yo. Alors, moi, j'ai envie de te dire, j'ai envie de te dire que c'est pas si vieux que ça, parce que quand j'étais gamin, je me rappelle qu'au début, j'avais des yo-yo de merde, et puis j'ai commencé à voir des yo-yo avec des LED partout, des ressorts, des machins. Donc, je pense que c'est entre 90 et 2000, mais ouais, les 90, mais ouais, l'âge d'or, c'est les années 90. Ouais, mais c'est, je crois, de février à mars, non? Non, ça... non, ça a duré super longtemps. Moi, je dirais 93, 96. Bon, en fait, j'ai juste mis les années 90, ça me suffit, hein. Ok. Et, sauf qu'en fait, je sais pas si vous étiez au courant, mais le yo-yo date, enfin, c'est beaucoup plus vieux que ça. Et non, quand je dis beaucoup plus vieux, c'est encore plus vieux que ça. Peut-être pas non plus. Entre la préhistoire et le Moyen-Âge, et quoi? Le Jurassique. Allez. L'Antiquité. Oui! Mais bien. On passe au moment historique. Donc, c'est probablement inventé en Chine, on n'est pas sûr. Par contre, la première représentation qu'on a d'un yo-yo date du 6e siècle, avant Jésus-Christ. Ok. C'est un ado ou une ado qui joue avec, et c'est représenté sur une assiette grecque. Tu vois? Donc tu fais le malin. Et en fait, à l'époque, ils étaient fabriqués en bois, en métal, ou c'était des disques en terre cuite. Ok. Et ces disques en terre cuite... Fragile, hein? Ouais, mais en fait, ces disques en terre cuite, ils étaient offerts aux dieux, une fois que le gamin passe à l'âge adulte. Ok. Voilà, donc ce qui supposait qu'il faisait jamais tomber son yo-yo de toute son enfance. Exactement. Les mecs, ils devaient avoir un niveau. Il y a aussi, dans des temples égyptiens, des dessins d'objets qui ressemblent fortement. Mais non. En fait, c'était des assiettes. Non, mais avec un fil. Ah. Donc, tu vois, ça ressemble beaucoup à un yo-yo. On a aussi des traces écrites du 16e siècle, aux Philippines. Là, tu te foutais de ma gueule, Juan, mais en fait, c'est ça. Il y a des chasseurs qui se cachaient, il y a des chasseurs qui étaient cachés dans des arbres, et ils utilisaient un caillou attaché à une longue corne pour attaquer les animaux. Ah, mais pour c'est les comme tuer. un arc, mais de, genre vachement chic. Mais quoi. C'était, non, mais ils arrivaient justement à jeter le caillou et de le récupérer comme un yo-yo, Je quoi. dis peut-être une connerie, mais le yo-yo enfin, il me semblait que de base c'était une arme de chasse, comme la fronde ou, mais ouais, il me semblait que c'était une arme de chasse à la base, mais je suis content de voir. Voilà, ça que confirme. Ça a servi à tuer des trucs. Voilà. Et bref, le yo-yo a beaucoup voyagé. Il s'est retrouvé en Inde en 1765. Il y a une petite boîte peinte à la main qui représente une fille qui en jouait. Ok. Voilà. Donc voilà, ça vraiment ça Prenez-le comme vous le savez. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que ça a bien Il y avait une boîte en Inde, fin 18e. Mais non, 1765, s'il te plaît. Et le yo, il a continué sa route jusqu'en France. Et il y a une peinture de Vigée Lebrun, faite en 1789, qui montre celui qui aurait dû être le dauphin de la couronne à cette époque-là. Et ça dépend, c'est pas quel mois? Louis XVII, voilà. Je te donne la réponse. Non, parce que si c'est avant juin, c'est pas Louis XVII le dauphin. C'est Louis XVII, moi je te l'ai dit. Et il jouait avec ce qu'on appelait à l'époque l'émigrette. Ah. Parce que justement, ça a été ramené par des émigrés. Juan est en train de se concentrer pour pas partir en fou rire, je le sens. Non, regarde, moi je tiens. Ouais. Il joue avec l'émigrette. Voilà, avec l'émigrette, raciste. Non, voilà. Justement. Mais enfin, ça a été ramené par des émigrés et probablement C'est pas une excuse. Qui venaient d'Angleterre probablement. Et, sauf que c'était pas juste un jouet, c'était aussi un bon remède contre le stress. Comme les c'était un non. Exactement. Non, mais c'est pas con. Comment on appelle ça, les fidget toys en fait. Oui. Les jouets pour les mains. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, mais enfin, oui. C'est un déstressant. Ouais, et on raconte même qu'il y a quelques personnes qui jouaient au yo-yo en France, sur la route vers la guillotine. Pour se déstresser. C'est bon, je vais... Parce qu'ils avaient peur de pas y arriver? Non, justement, ils étaient trop stressés de mourir.
Non mais il y a même aussi dans le mariage de Figaro, dans l'œuvre de, enfin c'est une œuvre de Beaumarchais. Ouais. Figaro qui entre sur scène, qui est tout tendu, et pareil, au lieu d'exprimer son stress comme tout le monde, quoi, en se frottant les mains, en se bougeant les pieds, en fumant une clope ou en jouant avec un hand spinner comme t'as dit, il jouait avec les migrettes. Ok, putain, je m'en souviens pas du tout. Pourtant, c'est une pièce que j'ai lue plein de fois, mais voilà, je m'en souviens pas du tout. Bah je peux pas te donner l'acte ni la scène, mais pour ma défense, j'ai jamais parlé de hand spinner. Mais non, c'était Elias. Bref, en 1875, pendant la bataille de Camille. Non, j'en sais rien, moi c'est ça. Non, c'est une période que j'aime pas, ça. Waterloo. Ah, en 1875? 1815. Ah, d'accord, parce que j'ai pas dit 75. Il a dit 75. Ne me prends pas comme jeu. Bref, en 1815, pendant la fameuse bataille de Waterloo, les soldats de Popo ont joué, eux aussi, à l'immigrate. Popo, c'est Napoléon. C'est pour ça qu'on a perdu. Ah oui, d'accord. Les mecs, ils étaient occupés sur le champ de bataille. Mec, il y a un truc là. Et enfin bref, aujourd'hui on appelle ça le yo parce que justement en rapport avec les Philippines, il y a eu une exposition aux États-Unis en 1916 sur les jouets philippins. Puisque c'est passé de armes de guerre à jouets. Le mot yo-yo est apparu donc en 1916. Yo, ça veut dire revient en philippin. Donc là c'est revient. Génial. Voilà. Yo-yo, revient. En 1985, une dernière date, le yo-yo a été envoyé en espace. Dans l'espace. Il est parti dans l'espace avec une équipe de la NASA dans la navette spatiale Discovery pour étudier la gravité et l'inertie dans l'espace justement. Sauf que dans l'espace, il est pas lâché. Parce qu'il y a dans pas l'espace. Oui, mais pas seulement. Il est pas lâché, mais il est jeté parce qu'il y a pas de gravité. J'ai une théorie. Dis-moi. Moi, je pense que quand il le lance, genre il s'endort et il revient pas. Exactement. Oh putain. Il partait mais il revenait jamais parce que ça tourne dans un seul sens. Oui. Mais du coup, faire un boomerang dans l'espace, ça doit être absolument génial. Mais non, c'est pas pareil. Bah non, ça doit être gênant plutôt. Alors, on fera un petit truc. Oui. Bref. Donc, on revient. Tout à l'heure, tu me parlais de figures. Oui. Donc, moi, je pensais des skills. Oui, c'est des skills, mais c'est pareil, t'as raison. Bref, donc il y avait plus le classique. En général, c'est le tour du monde, around the world, le rock the baby, bercer le bébé, le walk the dog, promener le chien. Et c'est là justement tu fais le dormeur et tu le mets par terre et voilà. Mais il y en a d'autres avec des noms un peu plus drôles, genre le Margaret Thatcher. Tu feras des ouvriers. Non, le McBride's Roller Coaster, donc les montagnes russes de McBride, le tsunami, le suicide, ou encore, je trouve ça drôle, moi, enfin, je fais une figure de suicide. Bref. Ou encore la machine à laver. Bref, donc tous ces skills et beaucoup d'autres qui sont encore plus compliqués que cela, ils sont utilisés dans le WYYC, qui veut dire le World Yo-Yo Contest. Tous les ans, de 92 à 2013, c'était aux États-Unis et au Canada, et puis après ça a commencé à changer de pays. En 2014, il y a eu Prague, en 2015 Tokyo, 2016 Cleveland, enfin c'est aux États-Unis. Notez, il y aura une interro après. Et du 9 au 12 août prochain, ça sera à Shanghai si vous voulez y aller. Bref, donc dans ce WYYC, il y a 5 divisions. Et ça va du 1A au 5A. Et puis il y a plein de trucs. Genre le 1A, c'est des tricks avec le fil du yo-yo. Donc il y a plusieurs rounds. Le premier, t'as 30 secondes pour faire le meilleur truc. Le deuxième, t'as 1 minute. En demi-finale, t'as 90 secondes. Et en finale, t'as 3 minutes carrément pour gérer pour gérer ton truc. Et pour finir, je vais vous parler d'un monsieur Lucky Meisenheiner. Ok. C'est un physicien dermato américain. Jusque là, rien ne m'étonne. Ouais. Mais il a une collection avec à peu près 10 000 yo-yo chez lui. Et on estime que sa collection coûterait à peu près $250 000. Le gars, il a bien dépensé, quoi. Putain, bah ouais. Et qui va acheter ça, quoi. Je sais pas, mais enfin il a carrément des statues en yo-yo chez lui avec une centaine, c'est à vue d'œil, une centaine de yo-yo qui sont collés sur une statue. Il a un mur en yo-yo et il possède même le plus grand yo-yo du monde qui a été fabriqué en 1990, qui mesure 1,83 m de hauteur.
C'est génial. 360, mais carrément 372, comme si une collection de yo-yo avait un intérêt. 300... Non, mais c'est que tu peux même pas en jouer, quoi. Ah, de quoi? Le plus gros yo-yo du monde, tu peux si, ça pèse 372 kilos, et ça a déjà été utilisé. Ça a été lancé à l'aide d'une grue de 25 mètres. Il y a des vidéos de ça? Non, parce que c'est la vidéo existe. Dans quelle dimension sommes-nous? Mais ouais, pour clore mon sujet, ça c'est une blague de Juan. Pour clore mon sujet, piscine. Ah putain. Ce qui est cool, c'est que, alors, à la base, je me posais pas de questions sur les yo-yo, par contre, là, je m'en pose plus. Je me sens rassasié de yo-yo. En tout cas, cher auditeur. Voilà. Sur mon sujet, plus jamais. Bah non, mais c'était bien. C'était pas mal. Mais n'hésitez pas à commenter, d'ailleurs, sur ce sujet. On est très curieux. J'avais cru qu'il y avait autant de choses à dire sur le yo-yo. Mais moi non plus. À la base, j'ai fait un sujet court. Je voulais faire un sujet court parce que j'ai écouté ça aux grosses têtes, mais au final, il y a tellement de choses, tellement de dates. Ok, c'était beaucoup trop drôle. Donc on va partir sur un truc moins drôle. Genre Ilias. Un être humain normal dispose de 40 mémogroupes d'ADN. Vous voulez du sang? Ton ADN. À la semaine. Sans ton ADN. Venez là. C'est un Éden où c'est toujours la nuit. Allez, c'est parti, on va parler de l'ADN et plus précisément des tests ADN. Petit rappel déjà, on en parlait tout à l'heure, ADN, vous savez ce que ça veut dire? À quoi ça parle? Acide désoxyribonucléique. Jusque là ça va. Voilà, l'ADN, donc en fait ça va être le code source du code humain, du corps humain. C'est ce qui va contenir toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du corps. Ce qui est intéressant, c'est que l'ADN, en fait, on va le retrouver dans toutes les cellules du corps. Exactement le même ADN dans toutes les cellules du corps. C'est-à-dire que vous prenez un cheveu, un bout de peau, de la salive, n'importe quoi, vous allez retrouver le même ADN. Donc c'est comme s'il y avait le même code source partout, mais qu'il était utilisé différemment. Donc si un jour on trouve un moyen de cloner un être humain à partir d'ADN, et ben on pourra le faire à partir d'un cheveu, de n'importe quoi. Donc c'est assez ouf. Donc tous les êtres vivants possèdent de l'ADN, soit des arbres, des animaux, plein de trucs. Et du coup il y a pas mal de similitudes avec certaines espèces entre l'être humain et d'autres espèces. Avec le chimpanzé, 98% de gènes en commun, plus de 60% avec certains poissons, plus de 40% avec certaines plantes. Ouais. Il y a peu une histoire aussi qu'on était très proche de la banane. J'ai souvent entendu dire ça. Non, je pense que c'est quelqu'un qui voulait te faire passer un message. Non, alors c'est possible. Il y a des plantes, genre il y a une espèce de ciboulette où j'ai plus le nom. On a, je crois, 30-35% de correspondance. On m'a dit que j'étais assez proche de la ciboulette. Oui. Ouais. On parlait de similitudes entre les espèces. Donc ces similitudes, elles vont porter sur, elles portent sur les gènes. Et les gènes, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'ADN codant. Donc ça correspond à la partie de l'ADN qui va s'exprimer et qui sera traduite en protéines par la suite. L'ADN non codant, c'est une très grosse majorité de l'ADN chez les humains, et c'est en fait une espèce de zone sombre. Donc on découvre des fonctions petit à petit de l'ADN codant, mais jusqu'à très récemment on pensait que c'était considéré comme un ADN poubelle, pardon. Donc le terme junk ADN a été créé par un chercheur en 72 d'ailleurs. Donc on pensait que ça servait à rien. Oui, exactement, oui, tu as raison. Pourtant, ça correspond à peu près genre 90% de notre ADN. On sait pas trop ce qu'il fait, il s'exprime pas trop, mais il fait un peu des trucs. C'est un peu compliqué. Et donc, il faudra attendre les années 2000, après une dizaine d'années de collaboration internationale, pour réussir à séquencer le génome humain, c'est-à-dire à identifier les 30 000 gènes de l'humain. Donc quand on dit qu'on a genre 90% avec le chimpanzé, c'est qu'il y a genre 29 000 et des bananes en commun avec le chimpanzé. Ouais, ça c'est ouf. Maintenant, petite histoire des tests ADN, maintenant qu'on a des petites bases en ADN. Je vais dire beaucoup ADN, ça va se répéter. Oui. Donc c'est un certain Sir Alex Jeffreys qui a mis au point la technique en 1985. Donc pour un test ADN, est-ce que vous savez ce qu'on va tester ou comparer? Déjà pour commencer. C'est un peu large. Je veux dire, de quelle manière on va procéder au test ADN? Non, qu'est-ce qu'on va comparer les gènes, le génome. Et justement non, parce que ça serait trop compliqué, il y en a beaucoup trop. Si pour tester une certaine branche, tu veux dire du... alors justement, on va pas tout prendre parce que ça serait trop long. On va pas prendre tout le génome, tout l'ADN d'une personne. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre des points de repère dans l'ADN non codant et on va prendre des petites parties identifiables et c'est ça qu'on va comparer. Alors déjà, pourquoi dans l'ADN non codant à votre avis? Allez. Les codants. Pourquoi dans l'ADN non codant? Parce que si on prenait l'ADN codant, en fait, vu que ça exprime des caractéristiques, il pourrait beaucoup plus facilement y avoir des similitudes.
enfin en quelque sorte pour le non-codant voilà, aussi, mais voilà, tu prends deux personnes qui ont les yeux bleus, t'as beaucoup plus facilement d'essayer des similitudes là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on prend l'ADN non-codant. Habile. Et donc voilà, c'est pour pas confondre les personnes. Les zones, les points de repère qu'on regarde sur l'ADN non codant, on appelle ça des locus ou des loci. Donc on dit un locus et des locus ou des loci. Et donc sur ces loci, on va analyser en fait des motifs et des répétitions de bases. Donc on parlait des bases azotées. Donc ces motifs, ça peut être une suite de A répétée 40 fois ou bien AT répétée 450 fois. Et en fait, plus il va y avoir de répétitions sur cette section, plus elle va être longue, et donc plus elle va être lourde, parce qu'il y a plus d'éléments dedans. Et donc on va prendre ces sections, on va les découper, clouc clouc, on va les placer sur un petit gel, et on va appliquer un courant électrique. Et pendant un temps donné, et donc plus les sections vont être lourdes, elles vont être attirées par ce courant électrique, plus les sections vont être lourdes, plus elles vont mettre de temps à se déplacer, et donc comme ça on saura si elles sont plus ou moins lourdes, s'il y a plus ou moins de répétitions. Donc on va dire l'effet de ce déplacement des petites portions d'ADN sur le gel, c'est ça va donner un profil de la personne, et c'est ces profils qu'on va comparer. Donc ces profils, on appelle ça aussi des empreintes génétiques. D'accord. Et c'est les petites bandes que vous pouvez voir dans les films ou dans nos tests de SVT jadis, les bandes avec plein de traits. Oui, vous voyez, voilà. Pour minimiser les risques de correspondance partielle, on va prendre plusieurs loci, parce que pour un locus donné, il va y avoir plusieurs variantes de ce locus-là. Donc il y a, mettons, pour un truc donné, il va y avoir, une partie il y a 10% de chance pour qu'il y ait 40 répétitions, il y a 20% de chance qu'il y en ait 80, etc. Et ça, on peut faire des stats sur la Terre. Et donc on va prendre plusieurs sites pour avoir une combinatoire en fait. Parce que s'il y a, mettons, 6 variantes sur un site, faut en avoir beaucoup plus pour créer un peu d'unicité. Sinon, c'est pas discriminant. Le principe du test, il est assez simple. En fait, c'est un test qui est très efficace pour différencier deux personnes. Parce que comme on a dit, vu qu'il y a des variantes, mais qui ont un nombre relativement fini, ou une probabilité relativement déterminée, on peut très facilement différencier deux personnes. Parce que s'il y a un résultat qui est différent sur deux empreintes génétiques, c'est clairement que c'est pas la même chose, que c'est pas la même personne. Par contre, si on prend deux tests et qui donnent le même résultat, c'est soit que c'est pas la même personne, soit que c'est des personnes qui ont ces parties en commun. C'est très peu probable, mais c'est possible quand même. Là, du coup, partons sur les tests ADN et la police. Donc les tests ADN, en fait, au final, ça va être utilisé très tôt. Est-ce que vous savez quand ça va, particulièrement, ça va être utilisé? Je l'ai su. Moi, je dirais les années 70, 80. Ah non, parce que le mec a mis au point la technique en 85. Ah bah oui, non, oui, fin des années 80, début des années 90. Allez, le gros joker. Non, en fait, ça va être utilisé dès 86. Alors, il y a une histoire qui est un petit peu sympathique, intéressante. En tout cas, je vais vous la raconter. Donc, ça se passe dans le centre de l'Angleterre en 1983. C'est le début de cette histoire. Donc, la police retrouve une victime qui a été violée puis tuée. C'est sympa. Non, mais c'est enrichissant tout du moins. Donc pas de traces du criminel, mais bon, prélèvement de sperme pour faire quelques analyses. À l'époque, les techniques sont assez peu avancées, mais la police scientifique arrive à déterminer que le coupable soit de groupe sanguin A avec un profil assez particulier qui correspondrait à 10% de la population, mais ils n'en savent pas plus. 3 ans plus tard, c'est déjà pas mal. La population du pays. Oui. De la bourgade. Non, mais c'est le type de groupe, de profil groupe sanguin qui correspondrait qu'à une certaine partie de la population. 3 ans plus tard, donc elle retrouve une autre victime dans le même coin et qui aurait subi le même sort. Et donc elles vont aussi faire un prélèvement de sperme, mais elles n'ont pas d'autre idée. Sauf que on est 3 ans plus tard, donc on est en 86, donc ce cher Sir Jeffries, il a mis au point sa technique, et donc ils vont pouvoir faire des tests. Le truc, c'est qu'après une longue enquête, eux, ils ont appréhendé un suspect, Richard Buckland, et lui, après un gros interrogatoire, il va avouer. Donc ils disent, c'est cool, chouette. Sauf que vu que Sir Jeffries a mis au point sa technique, ils vont dire, tiens, on va tester, tant qu'à faire. Ils ont 2 échantillons de sperme et un échantillon de sang de la part du suspect. Donc allons-y, test. Le mec qui va faire les tests, il va dire effectivement les 2 échantillons de sperme, ils viennent de la même personne, donc c'est le même criminel. Par contre, ils correspondent pas au sang. Désolé, mais le mec il a dit ce qu'il a voulu, mais il est pas coupable quoi. Vous avez dû le pousser à bout pendant l'interrogatoire, mais c'est pas lui. Mais le sperme il s'est pas retrouvé là-bas par hasard. Oui, non mais c'est pas le sperme du monsieur. Ah, oui, c'est l'inverse. C'est le sperme qui est coupable, c'est pas le sang. Ça fait sens. Voilà. Donc voilà, déjà premier fait intéressant, c'est que c'est la première personne de l'histoire qui va être innocentée grâce à un test ADN. C'est quand même sympa. Je sens que ça vous passionne. Ah oui, oui, non, mais bien sûr. Moi, je trouvé ça trop cool. Il y a un truc que je comprends pas, je suis désolé. Vas-y. Ils ont fait des tests sur l'ADN. Ouais. Enfin, sur l'ADN. 2 traces de sperme et du sang.
Donc, les deux traces de sperme, c'est au même, à la même personne. Voilà. Au même ces deux traces tueur. différentes, c'est pas, Donc c'est un violeur-tueur en série, mais ce n'est pas, Richard Buckland. Donc là, la police, elle va se dire, ok, la technique a l'air de fonctionner, c'est cool. Sauf que, putain, on fait comment? Donc ils vont lancer un gros programme de collecte d'ADN dans tout le village, où tous les hommes, doivent se soumettre, les hommes de plus d'un certain âge, je crois, enfin, il y avait une tranche d'âge particulière. Ok. Donc il y a plus de 4000 hommes qui ont passé le test, mais pas un seul coupable. Donc putain, échec. Donc déjà c'est une sacrée dommage. Il n'y avait pas un film sur ça me dit grave quelque chose. Ah, je ne saurais pas te dire. Je vais donner des détails et tu me diras si ça correspond à ça. Mais au-delà d'un doute, après tu vas peut-être en parler, mais aujourd'hui si la police te demande de faire un test ADN, t'es pas obligé, je vais en parler. Tu vas en parler. Ouais. Okay. Mais là, l'histoire n'est pas finie, parce qu'un beau jour de 1987, donc peu de temps après ça, après toute une collecte de folie, il y a une femme qui est dans un bar et qui entend une discussion. Il y a un homme qui explique qu'un collègue l'a payé pour donner du sang à sa place, avec une fausse carte d'identité. Donc elle va raconter ça à la police, qui finit par l'appréhender, un certain Colin Pitchfork. Ils feront les tests et ils seront concluants. Donc c'est bien lui qui avait violé puis tué ces personnes. Et donc il va avouer ces 2 crimes plus un 3e et il passera quelques dizaines d'années en prison. Tu m'étonnes. Donc première personne incriminée grâce à un test ADN. Voilà. Je sais pas si t'as prévu d'en parler de l'affaire du coton-tige en Allemagne. Ah non, ça ne me dit rien. C'est assez similaire, en fait, c'est une affaire qui était en 93, enfin qui a traîné de 1993 jusqu'à 2010, un truc comme ça, 2008. Oui, qui a bien traîné. Qui a bien traîné, où en fait on avait un tueur en série dont on avait relevé l'ADN sur énormément de scènes de crime et qui était inchopable, vraiment très peu d'indices, des grosses difficultés à le trouver. Et c'est que donc je crois que c'est en 2008 qu'on a fait le lien entre le fait que ça, en fait, c'était les cotons-tiges utilisés par la police criminelle, qui était l'ADN d'une femme qui s'occupait de mettre en boîte ces cotons-tiges. Et donc le tueur en série entre guillemets n'existait, c'était pas un tueur en série, c'était l'ADN de cette femme qui rangeait les cotons-tiges qu'utilisait la police. Et donc il n'avait rien à voir avec ces crimes. Et ils ont cherché ce criminel fantôme pendant des dizaines d'années. Donc il y avait plein de criminels différents et ils pensaient qu'il y avait un énorme tueur. Ils pensaient que c'était un tueur en série alors que c'était la pauvre fille qui mettait les cotons-tiges dans la boîte. Avec les gants, bordel, et passe le cuir dans le nez. C'est fou. Mais donc on a vu avec cette histoire que faire une collecte d'ADN sur 4000 personnes, c'est un peu la galère. C'est pas super pratique. Et donc il y a des bases de données qui sont mises en place parce que c'est quand même plus cool d'avoir une base de données, plus cool. Nous passerons le côté socio et le côté anti-libertaire. Mais il y a la création du FNAEG en France en 1998. Fichier national. On est les champions. Fichier national automatisé des empreintes génétiques. FNAEG. Je vais dire FNAEG, c'est plus simple. Ou fichier. Alors on dit souvent que c'est suite à l'affaire Guy Georges qu'il a été créé parce que c'est arrivé quelques mois après la résolution de l'enquête, notamment grâce à des analyses ADN. Tu peux te rappeler qui est Guy Georges? Non, je déconne. Oui, histoire de faire encore du lourd. J'allais y aller là, juste à fond. Mais non, parce que vas-y Camille, c'était aussi. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des cas graves, badants, certes, mais c'est que putain, ça a permis une avancée de ouf, cette absolument. Oui. Ça a dû changer la vie de la police scientifique. Non? Tu veux nous parler de Guy Georges vite fait? Non, violeur en série. Oui, ça, c'est un violeur et tueur en série. Moi, je crois qu'il était surnommé le tueur de l'Est parisien. Ah oui, voilà. On dit que souvent que c'est suite à ça, mais pas forcément, parce que c'est arrivé quelques mois après la résolution de l'enquête, et dans tous les cas, c'était, on va dire, une évolution qui était envisagée, et surtout que ça devait demander un gros boulot de mettre en place un projet de loi pour ce genre d'initiative. Et les mecs, ça m'étonnerait qu'ils aient cravaché nuit et jour juste après la résolution. C'est parti. Mais je crois qu'il a quand même changé énormément. Même si c'est pas officiellement pour ça, il a quand même énormément contribué, je crois. Oui, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de types qu'on a suspectés être entre guillemets responsables des meurtres de Guy Georges et puis qui ont été innocentés grâce à l'ADN. Moi je parle juste de la mise en place du fichier national. Oui, d'accord. C'est pas. Il y a dû y avoir une influence, mais en fait c'est une technique qui était. Là c'est 98, donc c'est une technique qui était utilisée depuis 10 ans, plus de 10 ans déjà. Ouais. Donc il y a bien un mec qui a dû dire genre, ce serait pas pratique. Donc, voilà. Ouais. Qu'est-ce qui est stocké dans le FNAG à votre avis? Disons fichier. Le FNAG. Ouais. Il y a deux trucs qui sont stockés dans le fichier. Déjà cette fameuse partie d'ADN dont tu parlais, non codée. Plus précisément. D'ADN qui vient d'où? Comment ça? Il y a deux types d'informations. Qui vient des personnes qui ont été interpellées? Ouais, des personnes. Enfin, mais de personnes interpellées, pas de personnes lambda, non? Oui, bien sûr. Il y a un deuxième truc qui est stocké. Alors, il y a les personnes. L'année de leur communion. Non, il y a les personnes, comme tu disais, en fait, c'est des empreintes génétiques associées à des personnes bien identifiées. Genre, on sait que cette trace correspond à telle personne qu'on a déjà vue. Ceux qu'on sait pas encore.
Ouais, et ce qu'on appelle des traces. En fait, c'est des empreintes génétiques associées à des scènes de crime ou de délit. C'est on les stocke avec un numéro et voilà, non, c'est genre une tache de sang, comme un ça, machin du et coup, tout. si admettons tu prends du sperme sur une scène de viol et qu'ensuite, tu fais ton analyse, tu peux savoir qu'à Grenoble 2 mois auparavant, voilà. La personne que tu recherches a commis un délit. À voilà, Grenoble, quoi. exactement. Okay. On va en parler parce qu'après il y a ce qu'on appelle les rapprochements. Alors déjà pour commencer, à quoi sert le fichier? Il y a un truc que j'ai appris que j'ai trouvé cool. C'est un principe. C'est le principe de l'échange de Locard. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Non. C'est un mec qui a été un espèce de gros précurseur en termes de police scientifique on appelle ça la criminalistique, je crois. Et en fait, c'est le principe selon lequel quand il y a un contact entre deux corps, il y a forcément un échange entre eux, un échange dans les deux sens. C'est-à-dire que le criminel, il va forcément laisser des traces de lui sur la scène de crime, donc laisser de l'ADN, des trucs comme ça, et inversement, la scène de crime va laisser des choses sur le criminel. Et c'est pour ça que le fichier est intéressant, c'est pour ça qu'on va stocker les personnes et les traces, et on va faire des rapprochements. On va faire 3 types de rapprochements. Donc personne trace, typiquement, est-ce que cette personne était sur la scène de crime? Donc est-ce que l'ADN de cette personne correspond à l'ADN de cette trace? Donc est-ce qu'elle était là? Deuxièmement, trace. Mais trace, en gros, c'est scène de crime. Donc est-ce que ce crime et cet autre crime ont été perpétués par la même personne ou qu'une même personne a été sur les 2 scènes de crime? Et un dernier, personne. Et ça peut paraître chelou. En fait, c'est pour savoir quand on interroge quelqu'un, enfin quand on reçoit quelqu'un, savoir si cette personne n'est pas déjà inscrite sous un faux nom ou un autre nom dans le truc. Ce fichier niveau volumétrie, c'est un peu complexe à estimer. J'ai regardé pas mal d'articles et personne n'est d'accord, donc je vais pas vous dire de bêtises. Mais on considère qu'il y a entre 2 et 3 millions de personnes inscrites. Donc ça en France? Ouais, c'est sur le fichier français. C'est pas mal quand même. Alors c'est beaucoup, je crois que ça fait à peu près 0,5% de la population à l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises. D'accord. Oui, vous me dites, l'heure de ça. Un peu moins, ouais. Et donc en France, c'est 0,5. Aux US, il me semble que ça monte à entre 1 et 2%. Donc c'est déjà beaucoup plus installé et c'est, il y a beaucoup plus de gens et c'est c'est une track qui est plus, c'est une pratique qui est beaucoup plus généralisée en fait. Ouais. En France, tu trouves que c'est beaucoup, et justement, il y a tout un paradoxe là-dessus, c'est que c'est à la fois utile pour résoudre des enquêtes, mais d'un autre côté, il y a des dérives qui sont un peu critiquées. Alors déjà, pour les rajouts au fichier, ce qui est rajouté au fichier, c'est donc, c'est les personnes qui sont interpellées, comme tu disais, suite à des crimes et des délits graves, donc agression sexuelle, meurtre, terrorisme, fabrication d'explosifs, je vous en passe parce que il y en a plein, mais aussi vol, recel, blanchiment, la palette est quand même assez large. Et la critique, c'est que justement, initialement, le périmètre était très restreint, donc en 98, principalement viol, meurtre, des trucs assez violents, et ça s'est étendu petit à petit au larcin, au trafic de drogue, il y a de plus en plus de choses qui sont comprises dedans, et il y a de plus en plus de raisons de garder l'ADN des gens en fait. Donc les usages aussi ont changé, parce qu'initialement on pouvait simplement rechercher quelqu'un, mais maintenant on peut aussi rechercher des personnes avec une empreinte génétique proche, parce qu'il y a des enquêtes où on a cherché des parents du criminel, disant tiens, on a peut-être un frère, un cousin, une sœur, une mère dans notre fichier, en la retrouvant on pourra se dire tiens, ok, il est proche de cette personne, c'est peut-être son oncle, sa tante, son machin, mais en tout cas il est de la même famille. Donc il y a toujours un petit paradoxe, parce que d'un côté ça aide l'enquête et d'un autre côté tu dis putain c'est chaud. Et c'est chaud pourquoi? Parce que parce que ça pourrait être généralisé malheureusement. L'ajout au fichier, comme on le disait, c'est pour les personnes condamnées pour des crimes graves, mais tu me demandais tout à l'heure, Camille, on a possibilité de refuser l'ajout, le test ADN. Par contre, il y a une peine de prison et une amende supplémentaire qui sont prévues. Donc c'est proportionnel à... Ah oui, donc en fait, t'as pas vraiment la possibilité de refuser, quoi. C'est... t'as le choix sans avoir le choix. En fait, ça, c'est si t'es coupable. Si t'es coupable, t'as ce truc qui est rajouté. Et si t'es pas coupable, effectivement, disons, si vous voulez vraiment pas risquer la tôle, je suis pas juriste, je suis pas avocat, donc ne prenez pas mes paroles, je ne suis pas parole d'évangile, je n'ai pas parole d'évangile. Il vaut mieux coopérer. Coopérer et demander le retrait. Parce que comme tout truc, en plus, avec les changements de loi récents, on peut demander le retrait D'accord, dessus, ok. Sachant que... Supprimer les cookies. Oui. Voilà, mais c'est le principe. Et donc, après, vous verrez avec votre avocat la meilleure stratégie, mais bon, il est toujours possible de retirer son ADN. Au niveau de la consultation de la gestion, parce que ça peut paraître flippant d'avoir 1,5% de la population qui est dessus, ce fichier, il va être géré par la police judiciaire. Donc, pour faire simple, c'est rattaché au ministère de l'Intérieur. Et il va être contrôlé il peut être contrôlé par un magistrat qui est nommé par le ministre de la Justice. Donc, ce magistrat, lui, il peut, vérifier des trucs et aussi rajouter, des enregistrements ou supprimer des enregistrements qui auraient été illicites. Donc, c'est une personne qui a été rajoutée alors qu'elle aurait pas dû, ce magistrat peut la retirer. Il peut l'enlever. Ok. Et c'est intéressant parce que, donc, c'est,
un ministère qui va le gérer, mais c'est une personne d'un autre ministère qui va pouvoir le contrôler, donc ça fait un petit équilibre. Les agents de police, eux, on se dit, ah putain, c'est super flippant. Alors eux, en fait, ils peuvent simplement vérifier si une personne est inscrite ou non dans ce fichier. Genre une personne qui arrive pour savoir s'il faut faire une inscription ou pas. Ils peuvent pas du tout vérifier les rapprochements, les policiers, enfin les agents de police. Donc bon, il y a quand même un certain contrôle, et puis comme tout ce qui est lié au numéro de sécu, à toutes les informations très précises, c'est des fichiers qui sont sécurisés niveau lecture, donc toute lecture, toute modification, toute consultation est tracée et reportée. Et à un coût. Et ouais. Oui, en plus, parce que typiquement, alors c'est une petite parenthèse, mais les doublons qui sont créés dans ce fichier par les différents services, ça crée des surcoûts de plusieurs millions en fait. Mais je voulais en parler, faire une petite virgule, peut-être si on a une seconde, par rapport à ces conférences dont je parlais, auxquelles j'avais eu l'opportunité d'assister, qui étaient menées par la police scientifique espagnole, française et allemande, et qui parlaient justement avec différents exemples de scènes de crime. En gros, leur but c'était de démystifier ce qu'on peut voir dans les séries télévisées sur la police scientifique, etc. Sur n'importe quelle enquête, on va monopoliser 15 personnes pour aller faire des scans de machin, des tests ADN. Non, pas du tout. Ça coûte extrêmement cher et c'est mis en place que dans certains cas de figure. D'accord. Je vais arrêter là parce que ça peut être très long, mais voilà. Non, mais c'est super intéressant, effectivement. Alors, par une petite parenthèse, un des trucs qui a changé la vie des mecs qui faisaient les analyses, c'est que on a découvert, moi je sais plus exactement quand, je vais pas vous dire des bêtises, peut-être années 90, mais des manières de répliquer l'ADN. Donc avec un petit échantillon, on pouvait le dupliquer et faire beaucoup de tests, donc ça a beaucoup changé les choses. Et surtout, récupérer de l'ADN en bon état, c'est pas forcément facile. Donc c'est toute une mission, toute une aventure, tout un défi. Très rapidement, récemment, vous avez peut-être vu des tests ADN qui étaient très à la mode, donc pour découvrir vos origines ethniques, vos machins et tout. C'était super à la mode. C'était en vente libre, et en fait, c'est quand même un assez gros danger, parce que mettre son ADN entre les mains d'une société privée, c'est un petit peu flippant, parce qu'ils ont beaucoup d'informations sur vous. Ils ont fait toute votre information génétique, donc c'est assez ouf. Et comme j'ai dit juste avant, faut pas oublier que l'ADN est réplicable, donc c'est pas parce que vous leur donnez 3 bulles de salive dans un petit gobelet qu'ils pourront pas en faire grand chose. Si dans 20 ans tu croises ton clone, faudra pas te demander pourquoi. Exactement. Très bien. Voilà. C'était fortement intéressant. Oh oui. Mais merci. Faire un parallèle aussi avec tout ce qui est registre d'empreintes digitales, qui avait un petit peu la même base de fonctionnement, puisque la législation change énormément en fonction des pays. Il y a des pays qui peuvent partager les empreintes digitales de leurs concitoyens avec d'autres pays, d'autres non, d'autres c'est automatique de les prendre, d'autres non. Donc c'est un petit peu en fait un schéma qui se répète, qu'on avait déjà, enfin des discussions, un schéma qu'on a déjà eu avec les empreintes digitales et qui se reproduit avec l'ADN en fait maintenant. J'ai l'impression. C'est tout ce qui est tout ce qui est identification de la personne. Et petit détail aussi intéressant, c'est que tu parlais des différents pays qui avaient des pratiques différentes. Il y a en Europe, c'est l'Europe des 27, il me semble, il y a eu un accord entre les différents ministres de l'Intérieur en 2003, si je dis pas de bêtises, qui autorise les magistrats des différents pays à consulter les enregistrements des fichiers des autres pays. Donc il y a toute une collaboration internationale qui a été mise en place. Sacré magistrat. Et oui. Bon, je vais prendre la main. Allez. Allons-y. Y ahí aparece el enmascarado de plata, el rey del tope, el que hasta hoy día sigue siendo el taquillero número 1 en la República Mexicana. Él es la leyenda viviente de plata, el Santo. C'était long. Ouais, c'était très long. Donc je vais vous parler de la lucha libre. Est-ce que la lucha libre ça vous dit quelque chose? Un bar à Paris. Catch c'est du mexicain. Très bien, j'ai plein de trucs, c'est ce que tu disais, c'est aussi un bar à Paris. Et on peut appeler ça du catch mexicain, oui, c'est généralement comme ça qu'on le connaît. Alors ça va un peu plus loin que ça, faut savoir que la lucha libre en fait, pour nous c'est un sport. Au Mexique c'est un peu plus qu'un sport, ça va plus loin que ça, il y a des sortes de théâtre avec une vraie histoire. Alors au-delà du théâtre, c'est les feux de l'amour avec le catch WWF. On peut dire ça, sauf qu'en fait au Mexique ça a un impact social aussi. Ah bon? Et ça va limite dans la dimension mystique par moment en fonction des c'est-à-dire que les catcheurs de lucha libre sont vraiment des idoles au sens le plus large possible. Donc je vais commencer par faire un petit brief d'histoire parce que sinon je vais avoir un regard noir de la part du fond à droite de la table. Donc la lucha libre ça a été introduit au Mexique en 1863 pendant l'occupation française.
En fait, pendant l'occupation française, on faisait des démonstrations de lutte olympique et de lutte gréco-romaine, et ça attirait pas mal les foules parce que c'était un sport qui était inconnu en fait. Donc ça a ramené pas mal de monde. Et à partir de là, entre 1910 et 1930, il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont venus avec des lutteurs, des sportifs, et qui ont développé petit à petit cette passion pour la lutte et donc plus tard le catch. Ça s'est rapproché en fait par la suite parce que avec la proximité avec les États-Unis, en fait, le catch s'est développé aux États-Unis pendant que la lucha libre se développait au Mexique. Donc dans ces entrepreneurs, il y avait Giovanni Relezevich, Antonio Fournier ou Constant le Marin. Mais on peut considérer que la naissance donc officielle de la lucha libre, ce serait en 1933, quand un monsieur qui s'appelait Don Salvador Luteros González, qui a été inspiré par un lutteur qui s'appelait Gus Papas et qui avait apparemment la classe, sur le ring. Rien que le nom est trop Gus Papas. Et Gus Papas. Donc il a été inspiré par ce monsieur-là et il a créé la Empresa Mexicana de Lucha Libre, donc première entreprise mexicaine de lucha libre, qui est devenue plus tard la CMLL, donc le Consejo Mundial de Lucha Libre, et ça existe encore aujourd'hui, comme tu parlais de la WWF, enfin aujourd'hui c'est la fédération WWE, autant pour moi c'est vrai. Au Mexique c'est la CMLL qui existe aussi aux États-Unis, mais c'est donc plutôt pour la lucha libre, qui pour résumer c'est le catch avec les masques. Ouais. C'est l'image populaire de ce truc-là. Ça fait penser au film Super Nacho aussi. On va y revenir rapidement tout à l'heure. C'est pas un bon film, mais ça parle de quelque chose. J'ai vu des films. Ah bah génial, super. Je vais vous parler des règles quand même vite fait, parce que ça se rapproche de la lutte et du catch, mais pas exactement. Donc ça ressemble à du catch, mais ça va plus vite et c'est plus aérien. Donc il y a plus de sauts, de choses comme ça. C'est moins des Golgoth qui font des petits pas que des mecs qui courent et qui vont se jeter dans les cordes pour les sauter par-dessus et choper la tête du bonhomme en face. Donc pour gagner, il faut remporter une majorité de rounds qu'on appelle des caídas. Caídas en espagnol, c'est les chutes. Donc c'est 3 chutes en gros. Donc le match se déroule en 3 chutes et il faut remporter au moins 2 pour gagner. Ça va, les mathématiques, là, ça passe. Pour le moment, ça passe, oui. Très bien. Donc quand un lutteur est mis à terre, soit on le maintient au sol, soit il doit rester au sol après un coup plus de 3 secondes. Donc ça, il me semble que c'est pareil pour le catch, mais je suis pas convaincu parce que les épaules soient... Oui, c'est ça, les épaules au sol. Et en rencontrant, il est aussi éliminé du round s'il est expulsé à l'extérieur du ring pendant plus de 20 secondes. S'il n'arrive pas à remonter, parce que comme pour le catch, ça peut se passer aussi à l'extérieur du ring dans l'absolu, mais pendant ça dépend un petit laps de temps. Après bon c'est très très variable le catch, mais c'est un peu compliqué. Donc là on parle pas de catch, on parle de lucha libre, donc les règles sont un peu plus claires. Donc par contre la lucha libre, je vous disais en contre 1 si on est revenu dehors, mais la lucha libre ça se limite pas au 1 contre 1. On a notamment pas mal de matchs qui sont à 3 contre 3. Putain, le bordel. Alors pas forcément, parce que souvent c'est en même temps le tag. C'est ce qu'on appelle des tags. C'est qu'en fait on se passe le relais pour aller se mettre sur la gueule dans l'arène, et ça peut donner des combos assez cool parce qu'on va avoir un mec qui passe, il met une baffe, il donne le relais à l'autre qui saute sur les cordes et qui va aller choper le bonhomme. Enfin, c'est assez cool à voir la lucha libre. On mettra des vidéos. Oui, pourquoi pas. Moi j'aime beaucoup. Donc oui, les luchadors, on a très peu parlé, mais ils portent des masques, des très beaux masques, qui sont des beaux objets de collection. Mais tous. Alors non, pas tous, mais c'est le symbole principal de la lucha libre. Et c'est très important ce masque parce que ça représente leur identité déjà en tant que personnage, et il peut être perdu. Ce masque, dans ce qu'on appelle les lucha des apuestas, c'est en fait le match qui compte le plus quand on fait de la lucha libre, puisqu'on met en jeu son masque, son honneur quoi, son honneur. C'est l'ultime des honneurs pour un luchador de perdre son masque. Alors il y a pas que les masques, dans les lucha de apostas on peut aussi miser ses cheveux. Parce qu'on va avoir des matchs masque contre masque, donc le perdant perd son masque. Et du coup quand t'as pas ton masque, tu paries tes cheveux. Et il y a des lutteurs qui n'ont pas de masque, qui ont par contre les cheveux longs, qui est un autre symbole aussi de la lucha libre, et qui fait vraiment, c'est très très viking au possible de se faire couper la natte, ou très indien de se faire couper les cheveux quand on a perdu. Donc on peut avoir le masque, ou même on a aussi, et ça c'est assez extrême, les matchs carrière contre carrière. Donc c'est-à-dire qu'on parie sa carrière, genre si tu perds ce match, ça n'existe plus. Ça réserve de minerais. En gros, je prends c'est le quickening, c'est Highlander, je prends ton énergie, ta carrière, ton machin, et toi t'es fini et tu n'existes plus. D'accord. C'est quand même il y a quand même une histoire de spectacle derrière. Ce que j'allais dire, ce qu'on appelle un coup marketing. Voilà, totalement. On fait un spin-off. Allez. Et comme pour le catch, je vois que Hicham t'as l'air de t'y connaître un petit peu en catch. Oui. Il y a un peu un gentil et un méchant. C'est le cas dans le catch, le spectacle américain. Là, on appelle ça le rudo, qui est le bourrin, en gros, donc le méchant, et le technico, qui se bat de manière plus technique, donc qui fait des mouvements plus aériens, plus machin, et qui est le gentil. Donc gentil méchant, c'est rudo, c'est technico et rudo dans la lucha libre.
Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu plus qu'un sport. Puisque comme les catcheurs américains, les luchadors, ils ont un statut un peu culte. Mais là où les Américains, c'est des autocollants Panini, au Mexique, c'est vraiment des symboles sociaux et populaires. Là, qui sont vus comme des super-héros et qui quittent jamais leur masque, qui gardent leur identité quasiment jusque dans la tombe. Et c'est beau. C'est très beau. Et pour vous exprimer ça, je vais vous parler de plusieurs luchadors. J'en ai pris assez peu parce qu'il y en a vraiment des centaines. Il y a un roster infini parce qu'il y avait machin, puis le fils de machin, puis le fils de machin, puis l'arrière-petit-fils de machin. Enfin, ça n'a pas de. C'est un peu comme les comics. C'est un peu comme les comics, exactement. J'allais faire parler de Dragon Ball, mais oui, on est pas loin. Alors le plus connu de ces catcheurs dans l'histoire, il s'appelait El Santo. On l'a entendu dans le jingle d'ouverture. Et c'est pratiquement devenu une légende parce qu'à l'époque où la lucha libre donc était en plein essor, El Santo il faisait son sport, il pratiquait son sport publiquement. C'était un technico. C'était un technico. Il avait le rôle du gentil la plupart du temps, mais c'est aussi devenu un personnage de cinéma et de BD à l'époque parce qu'il avait tellement de succès qu'on s'est dit tiens on va faire une BD qui va s'appeler El Santo. Ça c'est devenu un héros de comics mexicain. D'accord. Et aussi un héros de cinéma. Et je vous parlais de Godzilla il y a 2 semaines. Il y a pratiquement plus de films de El Santo que de Godzilla. Putain. Non. Je crois qu'il y en a 4. Il doit y avoir 70 films de El Santo, je pense, un truc comme ça. C'est énorme. Ouais. Et c'est des films, c'est genre El Santo contre la momie ou El Santo contre les vampires lesbiennes. Mais il faut en voir un dans sa vie. Mais pas forcément 10. Quand est-ce qu'on en regarde un? Au moins un. Alors personnellement j'en ai vu beaucoup, mais si tu veux je t'en. Mais est-ce que les premiers sont bien et ensuite c'est parti totalement en cacahuète? On n'est pas sur cette logique-là. Genre le gendarme et les gendarmettes qui était celui de trop, tu vois, ou est-ce que Aucun n'a de qualité filmique particulière. D'accord. Mais c'est très sympa à regarder parce que c'est un objet culturel en fait. C'est vraiment très marrant à voir. Donc El Santo, il avait un masque argenté, on s'en rappelle pour ça. Et il a jamais perdu son masque en combat. Et il l'a retiré en direct à la télévision après avoir pris sa retraite en 84, me semble-t-il. Alors malheureusement, il a retiré son masque donc à la télé à l'Iron Man vraiment, sauf que il est décédé d'un infarctus 2 semaines plus tard. Et donc par rapport au ratio de sa vie, on l'a enterré avec son masque en fait. Il a été enterré avec son masque parce que bien qu'il l'a enlevé 2 semaines plus tôt, on a dit écoute, ce mec ça a été El Santo toute sa vie. Son identité a été découverte sur le tard. On a décidé de l'enterrer avec son masque. Donc quand je vous parlais de le garder jusque dans la tombe, ce mec est mort en tant que ce symbole-là de super héros pour les enfants. Il a été empoisonné. Ah, vous connaissez son identité? Je sais pas. Coïncidence. Il était assez âgé quand même. Ensuite, on a donc je vous en ai pris un qui s'appelait le Blue Demon. Je vous en parle parce que en fait il partageait voilà il partageait en fait l'affiche avec El Santo ou un autre qui s'appelait Mil Mascaras, donc les 1000 masques, et en fait il a fait beaucoup de films justement avec El Santo. Ils étaient un petit peu des personnages et c'était un peu le Rudo au début, l'ennemi de El Santo qui en fait devenait son pote finalement. Donc tu parlais des comics tout à l'heure, on est vraiment là-dedans. Exactement. Zorro est une très bonne métaphore d'ailleurs du luchador puisqu'il porte un masque et c'est un héros populaire et c'est utilisé comme métaphore justement dans pas mal de Antonio Banderas. Ouais. Très bien. Faisons comme ça. Et oui, de nos jours, on fait des flans de Avengers et machin, mais les crossovers, ça existait déjà à l'époque. On avait Blue Demon et El Santo et machin, c'était des idoles populaires de limite de bande dessinée. Et quand on les retrouvait ensemble dans un film, c'était la folie. Enfin, les enfants du Mexique étaient complètement ouf. Oh, le cabron. Alors là, on arrive sur, j'en ai 2 autres qui sont un peu plus pertinents dans ce rôle social dont je vous parlais. J'en ai un qui s'appelle Super Barrio. Alors Barrio, est-ce que vous savez ce que ça veut dire en espagnol? Super Barrio. Bah, c'est un jeu de mots par rapport à Super Mario. Jusque là, tout va bien. D'accord, ok. Un barrio en espagnol, c'est un quartier. Ouais. Ok. Super quartier. Alors Super Barrio, c'est le défenseur des nécessiteux. Alors pour mettre les choses à plat, il a plus le physique d'un bouliste que d'un catcheur. Hein. C'est bonne grosse bedaine, mais ça a été un vrai héros populaire pour le coup. C'est la définition même du héros. En fait, avec son masque, la définition du héros, c'est qu'il est tout le monde et personne à la fois. Il est un symbole. C'est youpi. Et il racontait, ce monsieur, que dans son enfance, lui et sa famille, ils ont été expulsés de chez eux à plusieurs reprises à cause des augmentations de loyers. C'était un vrai problème au Mexique, notamment suite au tremblement de terre de 85. Il y a quasiment 300 000 personnes qui se sont retrouvées sans logement. La vache. Et donc les propriétaires et les marchands de sommeil, qu'on les appelle aujourd'hui, s'en sont donnés à cœur joie pour loger des gens dans des hangars de merde et voilà. Et donc ça a amené un soulèvement populaire qui a été porté par cette icône de Super Barrio, donc super quartier. On comprend mieux le principe du quartier, qui a donné une force de frappe à la population, qui a permis de faire pression sur des promoteurs, sur
sur des chaînes de télévision avec son image pour faire parler de cette lutte. Ils ont même foutu la pression à une banque. Enfin, il y avait un certain pouvoir de com. Et ses adversaires sur le ring, parce que c'était pas pour le coup un vrai catcheur, c'était plus un symbole. Ses ennemis, donc c'est Rudos, c'était le Proprio par exemple. Donc le Proprio qui était un adversaire. Et sinon il y avait le Sida qui était un de ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'avec cette image, comme il y avait des problèmes avec le Sida, ils s'en sont servis. Et son arme secrète lors de ce combat mis en scène, c'était une capote. Il a sorti une capote sur le ring pour vaincre son ennemi, le Sida. Putain, ce mec est un héros. C'était vraiment un move de com. Génial. Et ça a fonctionné, en fait, parce qu'il avait tellement d'attrait populaire que ça a fonctionné. C'est la com intelligente. Pourtant, il sortait toujours couvert, lui, avec son... Est-ce qu'il a pincé le petit bout au moment de se servir de la capote? Je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais en tout cas, c'est devenu un symbole. Il a réussi à donner de l'espoir à une classe sociale plus démunie. Et je trouve ça très beau parce que c'est, pour le coup, un vrai super-héros. Mais j'avoue, c'est par définition. Champion. Et j'en ai un petit dernier pour vous que je trouve très intéressant qu'on appelait Fray Tormenta ou le Père Tempête. Alors, vous voyez où je veux en venir, je pense, avec le Père Tempête. Oui. Il était prêtre avant tout, mais c'était aussi un luchador. Comme prêtre luchador, qui a passé 23 ans de sa vie à pratiquer la lucha libre pour financer un orphelinat de 270 enfants. Super Nachos. Et Super Nacho a été inspiré de l'histoire vraie de cette personne. Alors il y a pas que c'était Nacho Libre, le film il s'appelait. Et il y avait aussi un autre film qui s'appelait L'homme au masque d'or avec Jean Reno qui est aussi inspiré de cette histoire-là. Et donc ce monsieur, il a passé 23 ans de sa vie à pratiquer la lucha libre pour nourrir un orphelinat. Et son finishing move en catch, donc vraiment son move de fin pour éclater son adversaire, s'appelait le confessionnal. Je trouve ça très très classe. Il faisait quoi? Pardon? Il faisait quoi pour faire le confessionnal? C'était une prise de maintien au sol, un truc quelconque, mais il a appelé ça le confessionnal. Comme au confessionnal, quoi. Voilà. Et même après avoir pris sa retraite en 2011, il a continué à faire l'office en portant son masque jusqu'à la fin à l'église avec son masque. C'était devenu encore une fois un symbole. Et ce monsieur, en fait, ce prêtre, avant d'être prêtre, était un garçon qui avait des problèmes avec la drogue, etc. Et qui a été très inspiré par un prêtre justement. Et donc il a décidé de prendre les devants et de renouveler sa profession entre guillemets. Trop classe. Et tu en parlais tout à l'heure, mais si vous habitez à Paris et que l'esprit esthétique un peu de la lucha libre vous plaît, vous l'avez jamais vu, il y a en effet un bar qui s'appelle la Lucha Libre qui se trouve dans le 5e arrondissement, pour dire de bêtises, pas loin du Panthéon, où vous pouvez voir des masques de lucha et même au sous-sol il y a un ring. Oui, on peut faire des combats. On pourrait pas faire des combats de lucha libre, voilà, c'est un peu différent, mais en effet, c'est une bonne manière de s'imprégner un petit peu de l'ambiance. Et donc, j'espère que j'ai pu vous y intéresser. Vous pouvez regarder des matchs de lucha libre. Et en fait, l'esthétique de la lucha libre a inspiré énormément de choses, donc plein de films, des jeux vidéo, des bandes dessinées, il y a énormément de choses. Mais c'est comme au catch, enfin c'est juste une histoire. Enfin au catch les coups sont réels, mais qui gagne. Non. Si ils se prennent des vrais coups. Il y en a. Enfin mais le gagnant il est choisi dès le début. Enfin c'est un script quoi. Et dans le lucha libre c'est pareil. Bah ça dépend. Il y a deux écoles. Hein. Tu pratiques la lutte à l'école, le gagnant il est pas choisi avant. Par contre si tu regardes un match à la télé, c'est ce que je veux dire. Choisi à l'avance. Ça dépend le nombre de thunes qu'ont mis les sponsors avant. D'accord. À la télé il y a le comme tu disais le rapido ou je sais pas quoi non. La luchas de apuestas. Non, la brute et le rapide là. Oui, mais ça c'est toujours. Hein. Oui, mais du coup c'est le technico qui doit gagner, non? Pas nécessairement non, parce que comme au catch, tu vois des fois le méchant qui va gagner parce que le gentil doit revenir la semaine prochaine et machin. Enfin voilà. Mais c'est pas l'intérêt vraiment. Moi, j'étais plus là pour vous parler du côté social. C'est vrai que la lucha libre ça a été déformé par justement la télé américaine et la WWE qui en a fait un spectacle un peu nul, en mettant un peu de côté le vrai fond de la chose qui je trouve assez intéressant. Exactement. Et ce sera tout pour moi. Putain, trop cool, j'ai trop envie de regarder l'histoire de Super Barrio. Bah tu l'as déjà vu, tu vois. Mais ça a l'air trop. Non, mais il y a pas mal de documentaires aussi que vous pouvez voir facilement sur les internets. Ça m'a donné envie en tout cas. À ce sujet. Du coup, une petite pastille, Camille. Oui, Allez. C'est bizarre. Très bien. Je suis Thibaut, comte de Malfête, duc d'Anjou, baron d'Orléans, seigneur de Libourne. Monsieur Jacquard, je préfère mon cousin, Hubert de Montmirail. Comte de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt. Je suis peiné confus, madame la marquise.
Donc effectivement, il y a Terry sur Twitter qui nous demandait sacré Terry, qui nous demandait quelles pouvaient être les différences et même les différences de hiérarchie entre les différents titres de noblesse. Alors, est-ce que vous êtes capable de me donner des titres de noblesse français? Comte, duc, baron, lord. Non, c'est pas français. Marquis. Ouais. Ah, oui. Marquis. Ouais. Archiduc. Ouais, qui est plus autrichien que français. Sire. Il en manque un. Aqueduc. Non, c'est pas. Aqueduc. Ouais, absolument. Seigneur. Non. Oh. Vicomte. Vicomte. Voilà. Et donc, je vais pas du tout vous parler de l'origine de la création de ces titres de noblesse parce que je pense que ça vous ennuierait profondément. C'est lié à chaque fois à des questions de politique, d'organisation du royaume, etc. par les rois. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la plupart d'entre eux, enfin même pas, ils ont tous été créés entre l'Antiquité et le tout début du Moyen-Âge. Donc, ce qui fait que lorsque le Moyen-Âge est établi, bonne fourchette. Oui, voilà. Mais lorsque le Moyen-Âge est établi, en tout cas, voilà, il y a déjà ces titres-là qui existent. Donc, je vais vous en parler du plus puissant au moins puissant. Donc le plus puissant, c'est celui de baron. Non, c'est duc. Putain. C'est duc. Je pense que c'est la classe. Duc est le plus puissant, c'est vraiment le titre qui est juste en dessous de prince. Donc à l'origine, on est duc suite à une décision du roi. Et on cumule en fait lorsqu'on est duc un pouvoir militaire et un pouvoir juridique sur une terre, un duché. Qui à cette époque-là, le duché, c'était en fait la plus grande unité de découpe d'un royaume. Donc par exemple, en grand-duché qu'il pouvait y avoir dans le royaume de France, vous avez le duché de Bretagne, le duché de Savoie, le duché de Bourgogne, qui restent encore aujourd'hui des grandes régions, en fait. Voilà, donc ça vous permettait quand même d'exercer un énorme pouvoir sur une région super grande. Juste en dessous du duc, vous avez les marquis. Donc c'est le plus puissant. Je crois que c'était le moins puissant. Non, le plus puissant. Ah oui, bah oui. Non, c'est ce que j'ai dit, le plus puissant. Ah mais j'ai mal entendu. Alors pour parler d'ADN, il y a du monde. Donc juste en dessous de duc, vous avez marquis. Donc marquis, c'est comme un comte. Comte, je vais y arriver, mais c'est un comte un peu plus puissant dans le sens où un marquisat, la seule vraie différence qu'il y a avec un comté, c'est qu'un marquisat, c'est un comté qui est aux frontières du royaume. Donc un marquis, en fait, voilà, il a une plus de terre. Responsabilité aussi, parce que tu dois protéger. Exactement, mais par contre, t'as la possibilité d'avoir un pouvoir militaire, ce qu'un comte en général n'a pas, et tu peux lever une armée sans l'autorisation du roi ou du duc. Si ton marquisat est sur un duché, tu dépends du duc, pour parer à l'urgence en fait et éviter que les ennemis, notamment par exemple les Anglais, viennent nous défoncer la gueule. Éviter de se perdre en administratif alors qu'il y a un peu plus important à gérer. Exactement. Est-ce que les marquis avaient un pouvoir militaire indépendant? Enfin, ils répondaient du roi évidemment en cas de guerre ou machin, mais non, pas indépendant. Et quoi qu'il arrive, il répondait du roi. Okay. Voilà. Juste en dessous des marquis, du coup, tu as les comtes. Donc le comte, il est forcément vassal du roi ou du duc, et lui, il a un pouvoir qui est essentiellement judiciaire sur son comté. Un comté, ça peut être assez grand, ça peut être l'équivalent d'un gros département d'aujourd'hui. Donc comme, on reste quand même. Oui, la Franche-Comté qui était appelée au Moyen-Âge la Comté-Franche. Voilà. Exactement. On y revient encore. N'est-ce pas? Et donc, juste en dessous du comte, il y a le vicomte, qui est en gros l'adjoint d'un comte ou d'un duc. Voilà, donc... son bras droit. Ouais, en quelque sorte, souvent le comte ou le duc... Ça zouze. En fait, on va lui confier une ville secondaire ou un fief du duché ou du comté qu'on n'a pas trop envie de gérer. On lui dit, tiens, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. C'est politique, en gros. En quelque sorte. Elias Vicomte de Montreuil. Et enfin, en dernier, il y a le baron. Donc le baron, à l'origine, en fait, c'est un chevalier qui va se faire remarquer, enfin, en gros, qui va bien s'entendre avec son seigneur, quoi. Donc son seigneur, ça peut être le duc, le comte, enfin, la personne qui est au-dessus de lui. Et on va lui offrir une baronnie, donc en fait, un petit terrain. Pour le remercier, voilà. Cadeau. Oui, c'est un baron, c'est un marquis à la tête d'un marquisat. D'une marquisette. D'un marquisat, un duc à la tête d'un duché, un comte à la tête d'un comté, et un baron à la tête d'une baronnie. Donc un carré de potager au Kremlin-Bicêtre, soyons bien clairs. Non, un peu plus grand quand même. Et le titre vraiment de baron et son côté héréditaire, contrairement à tous les autres, ça n'apparaît qu'au XVIe siècle. Baron, c'est peut-être entre guillemets le plus récent. Des titres de noblesse et c'est le plus bas. Et pourtant à l'oreille c'est le plus stylé parce que marquis ça fait connard alors que baron c'est un peu plus duc. Duc c'est classe. Duc. Bim. Ça y a pas de OK. Et donc à partir du règne de Louis XIV, de la construction de Versailles, etc., ces titres ils vont avoir un rôle moins juridique, moins militaire.
on va arriver dans du un peu plus honorifique. Par exemple, on va créer une ribambelle de marquis et de marquises au moment où il va y avoir ce qu'on appelait la noblesse de robe. Donc quand on va donner la noblesse à des personnes qui ont été des grands magistrats, des grands politiques, ou tout simplement des maîtresses. Louis XIV, il a refilé le titre de marquise à toutes ses favorites. Mais je pense qu'à un certain moment, ça revient juste à avoir une baraque qui pourrit et pouvoir rentrer en soirée. Avec des terres, exactement. Bah, voilà, le mec, il est roi, faut qu'il en profite, tu vois, il s'est dit, hop, c'est parti. Oui, voilà, mais quand vous regardez la marquise maintenant, la marquise de Pompadour, la marquise de Montespan, hein. Toi, t'es marquis, tout le monde est marquis. Et à cette époque-là, les nanas, elles se battent en fait pour les titres. C'est-à-dire que lorsqu'on est marquise, bon c'est top marquise, c'est déjà pas mal, mais on n'a pas le droit de mettre une robe avec une traîne aussi longue que les duchesses, ou on n'a pas le droit au carrosse à 8 chevaux alors que les duchesses elles ont droit. Quoi ? On n'a pas le droit de s'asseoir devant le roi alors que les duchesses elles ont grave le droit. Mais non, mais t'es dans l'excès quoi. Donc on veut trop être duchesse. Ah non, je suis saoulé quoi. Voilà, c'est complètement dingue. Et Yass, il aime pas quand on parle. Et ensuite, il y a la Révolution française qui va porter préjudice un petit peu à tout ce beau monde. Et lorsque Napoléon Bonaparte, après la Révolution française, crée l'Empire, il y a une noblesse d'empire qui va se former, donc avec plein d'anciens nobles qui étaient déjà là à l'époque du roi. Et Napoléon va donner à nouveau des titres de noblesse, qui cette fois-ci et jusqu'à aujourd'hui vont être purement honorifiques. C'est-à-dire qu'à l'époque de Napoléon, faut pas déconner, c'est moi Napo, c'est moi qui ai le pouvoir. Toi, je te mets duc. Mais en fait, tu sers à rien. Voilà, t'es duc, voilà, on t'offre une petite ville, exactement, 3 carrés de potager, et tu nous fous la paix. La betterave, ça pousse. La vraie classe à l'époque de Napoléon, c'est d'avoir un titre militaire général, maréchal, ce genre de choses. En même temps, c'était un empereur, quoi, c'était pas un maraîcher, quoi. Exactement. Donc voilà. Et il y a un titre aujourd'hui qui est assez je viens de la capter, je l'avais pas fait exprès. Qui est assez recherché, c'est celui de marquis ou de marquise. Parce que Napoléon, et ensuite après Napoléon, on va créer encore des ducs, des barons, et des comtes, mais pas de marquis ou marquise, parce que comme je vous l'ai dit, comme sous l'Ancien Régime, juste avant la Révolution, c'était un truc qu'on refilait aux maîtresses, ou voilà, c'était vraiment un titre un peu pourri. Napoléon, il s'est dit, non, on va plus en faire, parce que c'est vraiment à chier. Et donc, si aujourd'hui vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, je suis marquis de quelque chose, ça veut dire que c'est de la noblesse qui date d'avant la Révolution, française. Donc on est sur quelque chose de l'Ancien Régime, tout simplement. Bien que c'est un descendant de courtisane, quoi. Peut-être. Mais ça reste classe. Parce que, c'est un peu dur. Ça reste classe. Bah, oui, Donc, voilà, très rapidement. Cool. Habile. Beaucoup trop d'habile. Et habile, d'où ça vient? C'était cool, il me semble qu'on est arrivé au terme de cet épisode. Absolument. Je crois qu'on arrive au terme. Mais oui. C'est passé trop vite une fois de plus. Ah, malheureusement. Mais tout va bien, parce que normalement, on se retrouve dans quelques jours. Oui! Logique, IRL. Voilà, si vous écoutez cet épisode le premier jour de sa sortie, enfin, en tout cas, le seul jour de sa sortie. Si vous êtes des vrais, quoi. On se retrouvera 3 jours après. 3 jours après, le 25 Absolument. mai. Et puis, quoi qu'il en soit, on a encore reçu plein de messages, plein de gentillesse. Comme je le disais tout à l'heure, des petites étoiles sur iTunes, ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez un petit compte iTunes, si vous pouvez nous balancer 5 étoiles, c'est cool. Ça prend 3 clics, nous, ça nous fait chaud au cœur. Si vous voulez faire du bouche à oreille, c'est bien. Ouais. On aime bien ça, le bouche à oreille. Si vous voulez faire un bouche à bouche, abstenez-vous. Parce que ça crée des attentes qu'on va forcément décevoir, et ça, on aime ça. Non, mais oui, balancez, partagez, ça nous fait toujours plaisir. On voit vos petites recommandations passer sur Twitter ou sur Facebook, ça nous fait toujours chaud au cœur. Et puis voilà, comme d'hab aussi, vous pouvez proposer des sujets, comme vous venez de le voir avec le sujet de Camille. Oui. Tout à fait. Si vous posez une question, nous on est chaud pour essayer d'y répondre. Pas forcément tout de suite. Ça dépend des sujets. On fait au plus vite, mais on peut essayer. Pas que ça à foutre non plus, merde. Exactement. On a encore une bonne liste, mais voilà, si vous voulez envoyer, faites-vous plaisir. Et puis, quoi qu'il en soit, on espère qu'on se voit bientôt. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines avec un invité normalement. Ah, c'est vrai ça. Et ouais. Et oui. Oui. Donc voilà. Allez, on se retrouve très bientôt. On vous embrasse. Portez-vous bien. Likez, commentez, partagez. Bonne soirée. Santé. Bonne journée aussi. Bonne journée peut-être. Oui, peut-être que c'est le matin. Ouais. On sait pas. 5 fruits et légumes par jour. Allez, dormez suffisamment. taisons-nous. Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.